Être une femme en 2025, c'est ça. Où j'ai dénoncé une situation qui était factuellement sexiste. Ensuite, pendant plusieurs mois après, j'ai fait l'objet de moqueries répétées de la part de gros streamers qui ont engendré du cyberharcèlement sexiste avec notamment des menaces de mort et des menaces de viol. Il n'y a pas une seule fois où j'ai pu aller en cours ou revenir de cours sans me prendre une remarque sur mon physique en rapport avec le fait que je sois une femme tout simplement. Lui qui faisait compte sur compte et qui me menaçait de mort, de tuer mon chien, de venir. Donc j'ai fait un live où j'ai expliqué à la communauté, j'ai fait voilà, ce mec-là là, qui vient sur le chat et qui me harcèle encore, c'est lui. Dizaines de messages, il tapait dans les murs, il écrivait avec son sang mon prénom. C'était, je vous ai pas. Ouais. Le patriarcat, en fait, c'est un système qui charpente toutes nos relations sociales, donc qui traverse toutes les couches de la société et qui se manifeste en fait à tous les moments de notre vie. Et donc détruire un système, ça veut dire faire la révolution. Donc nécessairement, le féminisme, ça peut pas être juste corriger la condition des femmes les plus favorisées en imposant des quotas, des endroits où il y a déjà des privilèges, mais vraiment faire en sorte que toutes les femmes, à toutes les échelles, à tous les endroits, bénéficient de cette révolution. En réalité, c'est quand même moi qui ai été la victime et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, j'ai l'impression de l'être une seconde fois et j'ai plus envie de ça. Dans les filles aujourd'hui, c'est soit misogyne. Comment même les choses. Et on n'hésite pas, soit les misogynes, soit. Lorsque j'essaye de vous faire comprendre que toutes les nouvelles femmes de cette nouvelle génération ont un réel problème, vous ne me croyez pas et vous me prenez pour un fou. Pokémon. Ah ouais, c'est elle. C'est elle. Ouais. Non, commence pas. Bon, ça y est là, reviens. C'est con, mais c'est bien dessiné, hein. Elle est pas mal. Elle dessine bien. Hein. C'est quand même pas mal, les mecs. Il y a eu plein de likes sur son commentaire. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, mais moi il est venu me draguer un jour, je l'ai recalé et il m'a insulté de pute et de tous les noms. Puceau, moi, sérieusement. Genre, attendez, moi disons que je suis misogyne. Bah c'est vrai. Non, je rigole. Any of you sons of bitches got anything else to say? Now's the fucking time! Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant ça, coucou mes srabs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast en fait. Amenez-vous, finalement, on a fait qu'un épisode et puis on n'est jamais revenu dessus. Et au bout d'un moment, il faut savoir reprendre des concepts qu'on a voulu lancer, donc me voilà aujourd'hui pour parler de féminisme. Je vais pas passer 30 ans à faire mon speech habituel parce que je sais que je suis hyper longue dans mes intros, j'ai toujours 1000 trucs à dire parce que je suis jamais là. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être une femme dans les temps modernes. Vous avez vu les extraits finalement dans l'intro, là vous vous dites ok, où elle en vient, mais finalement aujourd'hui on va retracer un petit peu l'histoire du féminisme pour pouvoir parler de ce qui se passe aujourd'hui. J'avoue que le sujet est assez tourné en mode dissertation parce qu'il y a tellement de choses à dire et que je voulais pas juste partir de mon prisme à moi parce que après tout je suis une femme blanche, donc bon, je vais pas tout prendre de mon prisme alors que clairement mon cas n'est pas universel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça va prendre un moment, aujourd'hui je parle des femmes mais évidemment il y a plein d'autres sujets qu'il faudrait aborder et je vais parler de femmes qui ne vivent pas dans des génocides, je ne vais pas parler de femmes qui sont forcées à procréer et se taire, voilà. On va parler de ça parce que aujourd'hui on voit des organismes comme par exemple les Némésis ou encore les masculinistes émergés et c'est assez effrayant, donc ça me semble important de faire ce genre de vidéo quand bien même ça comporte des risques. Et donc par rapport à ces risques, je tiens à vous dire que tout commentaire haineux sera de toute manière supprimé parce que je vais être intransigeante sur la modération, donc ça ne sert à rien d'être virulent, personne ne va lire le commentaire. Bon, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va parler du féminisme, en tout cas de son histoire. Je vais vous le faire assez brièvement, je vais pas rentrer dans les détails évidemment parce qu'on aura jamais le temps. Comment bien commencer? Eh ben c'est assez simple, on va définir le féminisme. Ça commence maintenant, égalité homme-femme, ça termine tout de suite. Le féminisme, c'est pas penser que la femme est supérieure à l'homme ou je ne sais quoi, ou tous les bidules et chouettes qu'on pourrait inventer, quand bien même cette info n'est pas totalement fausse, si je peux me permettre, mais enfin bon. Le concept est assez simple, on veut que les femmes, c'est-à-dire nous, peu importe qui nous sommes par ailleurs et à quoi nous ressemblons, ayons le droit, tout comme les hommes, d'avoir les mêmes droits, qu'ils soient sociaux, juridiques, économiques, culturels, etc.
Le féminisme, on va le détacher en plusieurs vagues. Donc on commence par la première qui émergera littéralement au 19e siècle, dans les années 50 on va dire, pour arrondir, tout en sachant que dans ces années-là, les femmes n'avaient aucun droit civique, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de droit de propriété, elles n'avaient pas non plus le droit d'élaborer des lois, et elles n'avaient pas non plus le droit de vote. Évidemment. Et en France, il faudra attendre 1944. 1944, c'est pas si loin. On venait seulement d'obtenir le droit de vote. Et je le reprécise, mais on parle seulement de femmes blanches. Malheureusement, je vais en parler un peu plus lors des prochaines vagues, mais à cette époque-là, malheureusement, le féminisme n'était pas intersectionnel du tout. Mais ça aussi, on va en parler plus tard. La deuxième vague, elle commence dans les années 60, lorsque des féministes entendent littéralement renverser l'oppression patriarcale. Par là, j'entends qu'elles demandent des salaires égaux, qu'elles demandent le droit à ouvrir un compte bancaire. Elle demande aussi une éducation égale et c'est à cette époque-là que naît même le mouvement My Body, My Choice. Finalement, juste littéralement, c'est une époque où les femmes veulent récupérer leurs droits, mais surtout elles-mêmes, en fait, elles veulent se récupérer elles-mêmes et ne plus faire l'objet. En fait, voilà, juste l'objet. En fait, elles ne veulent plus être des objets. Donc, voilà. Le féminisme était tourné à cette époque-là autour des femmes occidentales, soit blanche. Bien heureusement, il y avait quand même des femmes comme Bell Hooks qui était une intellectuelle et militante américaine, mais surtout elle était théoricienne du black feminism et elle écrira plusieurs ouvrages à propos du white feminism dont on va parler dans quelques instants. Il y aura par exemple évidemment aussi Angela Davis qui était une pionnière du groupe des Black Panthers. Je sais pas si on peut appeler ça un groupe, une organisation, un organisme. On peut aussi par exemple parler de Audre Lorde qui est une essayiste afro-américaine et lesbienne qui à cette époque aussi va faire des ouvrages, mais surtout je voulais vous parler de l'organisme Combahee River Collective qui a été fondé en 1974 par des femmes noires et lesbiennes, et ces femmes vont écrire un manifeste en 1977 qui finalement sera texte fondateur de la pensée intersectionnelle avant l'heure, parce que à cette époque-là on parlait pas encore d'intersectionnalité, mais ça à nouveau on en reparle juste après. Avant toute chose, je voulais quand même vous définir le white feminism parce que c'est important d'en parler dans le contexte de ces deux premières vagues où littéralement on a pas toutes les femmes du tout qui sont incluses. C'est pas récent que les personnes racisées globalement se battent pour leurs droits, mais en tout cas là dans la lutte féministe, c'est dans les années 60-70 qu'on va avoir vraiment les premiers ouvrages, etc. Et donc, ça me semble important de parler de white feminism tout en sachant qu'apparemment ça revient un petit peu à la mode aujourd'hui, ce qui est plutôt effrayant. Mais pour faire court, le féminisme blanc, ou comme vous l'avez compris, white feminism, c'est un terme qui désigne une focalisation qui est consciente ou non de la lutte féminisme sur les enjeux concernant la femme blanche. Parce qu'il est uniquement centré autour d'une partie des femmes, il propage l'idée qu'il n'existe qu'un modèle unique et universel de la féminité. Finalement, en plus de marginaliser, il discrimine une majeure partie des femmes. En gros, c'est littéralement des femmes blanches qui estiment qu'elles sont la norme et que les autres ne le sont pas, et que le féminisme, c'est juste pour elles. Inutile de vous l'expliquer, elles ne sont pas féministes, c'est seulement des racistes finalement qui camouflent un peu ça derrière nos combats, et allez vous faire foutre par ailleurs, si jamais. On va pouvoir maintenant passer à cette troisième vague. C'est là qu'on va pouvoir parler d'intersectionnalité plus en profondeur. Surtout, je vais pouvoir enfin vous le définir. C'est finalement dans les années 90 que la troisième vague de féminisme se répand. Bref, et cette fois-ci, cette lutte sera intersectionnelle. Finalement, cette troisième vague, elle sert à rendre visible enfin toutes les femmes qui ont été invisibilisées pendant toutes ces années. Et puis évidemment, pour du coup enfin définir ce terme d'intersectionnalité, c'est une notion qui est employée en sociologie et en réflexion politique, désignant la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une même société. Par exemple, si l'on prend une femme maghrébine, musulmane et lesbienne, cette femme va se retrouver finalement dans l'intersection de plusieurs oppressions, comme du coup la misogynie, le racisme, l'islamophobie et l'homophobie. En grosso modo, la pensée intersectionnelle, elle est là pour expliquer qu'une personne peut subir à la fois plusieurs oppressions et donc que ça peut plus ou moins lui peser sur sa charge mentale au quotidien en fait. Ce terme il sort pas nulle part puisqu'il a été créé par une juriste afro-américaine nommée Kimberly Williams Crenshaw en 1989 dans son œuvre. Je vous le dis en français parce que j'avoue je suis pas bilingue à ce point-là.
Démarginaliser l'intersection entre la race et le sexe, une critique féministe noire de la doctrine antidiscriminatoire, de la théorie féministe et de la politique antiraciste. Vous avez compris le concept, j'espère que vous me suivez. Et si vous saviez déjà, est-ce que j'ai bien expliqué? Sinon, expliquez mieux s'il vous plaît. Je ne sais pas. Faut savoir, je me suis creusé la tête parce que j'avoue que moi, quand on m'a expliqué ce concept, j'étais encore au lycée, mais j'y comprenais pas grand chose parce qu'en fait, j'étais même pas éduquée de toute manière. Donc, j'avoue que le but c'était de faire ça le plus accessible et je savais pas trop comment faire. Enfin bref, on va enfin pouvoir parler de la 4e et dernière vague puisque pour moi, on est encore dedans. Elle débute dans les années 2010. Cette 4e vague, par ailleurs, sera aussi nommée une vague numérique puisque littéralement, elle arrive en même temps que les réseaux sociaux, Internet, les nouvelles manières de communiquer, etc. Cette 4e vague, c'est tout simplement une dénonciation des violences sexistes et sexuelles en premier lieu. À ce moment-là, il y a également de nombreux témoignages qui apparaissent sur les réseaux sociaux, etc. à but en général de sensibiliser les jeunes filles. On espère toujours les jeunes garçons, voire les garçons âgés, mais bon, faut pas trop... Mais aussi, elle cherche à déconstruire les stéréotypes de genre, à créer de nouvelles modes d'expression, trouver son identité et vice-versa, enfin bref. Elles vont aussi parler des violences intrafamiliales et conjugales. À ce moment-là, on a par exemple Ni Una Menos en Argentine, on a aussi MeToo de manière internationale, mais en France, c'est à la même période qu'on retrouve le collectif Nous Toutes, ou encore les hashtags balance ton porc, balance ton influenceur et toutes les déclinaisons qu'on a eues à ça. La vague numérique, vous comprenez mieux, c'est littéralement juste les réseaux sociaux et le fait que ça devienne un nouveau moyen de communication qui peut parfois finalement nous oppresser encore plus, mais on va en parler juste après, et qui dans certains cas aussi nous permettent finalement de communiquer d'une nouvelle manière. D'ailleurs, finalement, tous ces mouvements, ça servira à enfin installer le sujet des féminicides dans les débats publics parce que tout de même, c'était pas un sujet jusqu'à assez récemment, mais il y a des femmes qui meurent seulement parce qu'elles sont des femmes. Qu'est-ce qui va pas chez vous? En fait, je rigole, je suis désolée, mais en fait, je crois que mon cerveau il est dans le déni, il préfère le prendre à la rigolade. Je suis désolée. Comme vous l'avez compris, si on arrive à cette 4e vague, c'est qu'enfin on va parler de ce qui se passe aujourd'hui plus en détail. Bon. Bienvenue dans cette 2e partie de vidéo finalement où on est un peu plus chillax. Je suis en pyjama dans mon lit. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va enfin pouvoir rentrer dans cette 2e partie de vidéo où on va pouvoir aborder un peu plus ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que femme. Et donc la première chose dont on va parler pour pouvoir traiter le sujet, c'est évidemment les réseaux sociaux parce que globalement, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui n'existait pas en 1970. Donc globalement, voilà, on rencontre des nouvelles formes de discrimination qui n'existaient pas à l'époque. Et donc évidemment, what's the time pour en parler? Je vais aborder des sujets précis, mais je vais pas aborder toutes les répercussions en fait qu'ont les réseaux sociaux globalement sur la vie d'une femme. Je me lance, voilà, on est dans des sujets un peu touchy, vous vous doutez bien. Je prends mon petit carnet avec moi pour pas dire n'importe quoi. Puisque la première chose de laquelle on va parler, c'est l'hypersexualisation des femmes. Ouais. Pour commencer, on va évidemment, comme vous l'avez compris, définir le terme. C'est un petit peu mon petit truc. Voilà, je définis à chaque fois pour être sûr qu'on est tous au point. L'hypersexualisation, c'est un processus par lequel on attribue une valeur, une identité ou une visibilité sociale à une personne, souvent une femme ou une fille, vous vous doutez bien, principalement à travers sa sexualité, en dehors de tout contexte intime ou même volontaire. Autrement dit, c'est la réduction d'un individu à son potentiel ou à son apparence sexuelle par la culture, les médias ou juste plus globalement les normes sociales. Je fais un disclaimer avant de rentrer dans cette petite partie qui me semble quand même un petit peu important parce qu'on parle d'hypersexualisation et on parle d'un truc qui est globalement créé de toutes pièces, entre guillemets, dans le sens où c'est très subjectif la sexualisation, quoi. Parce que tu peux très bien être en col roulé, si tu as des gros lolos, tu te sexualises, voilà, tout simplement. Et puis si t'es à la salle de sport et puis que t'es en brassière, ben tu te sexualises, enfin voilà, c'est un petit peu... Mais c'est quand même un sujet dont il faut parler parce que n'importe qui pourra dire de toi que tu te sexualises à partir du moment où t'es une femme, qu'on soit bien clair, mais ça peut quand même devenir un problème pour nous en tant qu'individus. Mais on va en parler. Pour vous faire court, pendant les années 60, donc en gros pendant la 2e vague de féminisme, il y a eu une nouvelle révolution dont je vous ai parlé, une révolution sexuelle, où une nouvelle manière de percevoir la sexualité est apparue, entre guillemets. Apparu. En gros, à la base, les femmes voulaient se libérer et être libres de leur corps, et les hommes ont fini par reprendre ça à leur avantage. Depuis ce temps-là, du coup, il y a des hommes qui parlent de chute du féminisme.
Non mais je voulais quand même l'ajouter parce que j'ai lu ça quelque part et ça m'a un peu choc-barre. Bon, enfin pas tant choc-barre parce que bon, les hommes, c'est vrai. Je dois bien l'admettre. Et cette chute, elle est simplement reliée aux conséquences de cette révolution. Comme je vous l'ai dit, les hommes l'ont finalement récupéré à leur avantage au bout d'un moment. C'est à partir des années 60 qu'on commence à retrouver des femmes à moitié dénudées dans les clips, les médias, dans les publicités, même dans la rue, dans les magazines, etc. etc. Puis finalement, aujourd'hui, on retrouve toujours ça, mais c'est sur Insta, Snapchat, Twitter, j'en sais rien, que sais-je, n'importe quel réseau que vous utilisez. On retrouve également avec des plateformes qui ont été créées à ce but, Mime, OnlyFans, etc., etc. Vous connaissez. La sexualisation, finalement, a mené à tout un corps de métier. L'hypersexualisation naît du regard des gens, évidemment, mais du coup on va avoir ce truc de recherche dans l'adolescence, à savoir voilà, est-ce qu'on a envie de se sentir sexy, on a envie de se sentir vu, nanana. Et c'est un vrai problème, vraiment, parce que là j'en parle en mode chillax, et j'en parle pas du tout avec du jugement, parce que c'est un problème que j'ai rencontré, to be honest. Entre caddies on se le dit, aujourd'hui bon voilà, on est dans la vingtaine, on est des adultes, on rigole bien, haï ouhou, mais je ne rigole pas quand je repense à mon passé, je vous jure. On a normalisé des trucs effrayants, évidemment tout ça c'est dû à la société et non pas à vous mes jeunes filles. En fait, si vous vous sentez sexy avec un décolleté, c'est très très cool, mais quand vous êtes mineur et que vous voulez le faire simplement pour vous sentir exister dans le regard de quelqu'un d'autre, c'est là que ça devient un problème. Pas que mineur d'ailleurs, parce que ça peut arriver adulte en fait. Quand on regarde, il y a beaucoup d'icônes, d'idoles aujourd'hui qui jonglent entre l'étiquette de la femme sexualisée, machin, la femme au final soumise à ce système patriarcal, parce que là, je vais donner beaucoup d'exemples qui vont être de l'industrie musicale. On pourra en faire une vidéo sur cette industrie, vraiment c'est hyper intéressant. Vous me dites si ça vous intéresse par ailleurs, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'est devenu une manière de pouvoir vendre quand tu es une femme, trender un peu sexy, un peu rare, un peu carambolesque, et no judgment parce que elles sont trop, je sais pas, elles sont trop stylées, enfin voilà, elles sont dans leur truc et tout. C'est pas pour shame que je dis ça, c'est pour dire que ça n'empêche que cette image de la femme sexy, ça donne des jeunes filles qui se cherchent par ces biais-là et donc qui peuvent se mettre en danger. Il y a plein de sujets à aborder, je survole. Ok. Parfois, c'est sans leur consentement. Je peux donner par exemple Billie Eilish, qui a été publiée finalement sans son accord dans un magazine à moitié dénudé. Ou encore, on peut parler de Ariana Grande, des polémiques de fou qu'il y a eu autour de son corps. En fait, c'est quand qu'on arrête de parler du corps des femmes juste. Mais pour mon dernier exemple, on a aussi Sabrina Carpenter, qui finalement joue avec cette étiquette de la femme libérée, qui fait des blowjobs en live et tout. Enfin, j'ai exagéré. Qui mime, qui fake, ok, mais quand même. Et en fait, sa réponse à elle sera très simple. Pour elle, c'est sa DA, et surtout, c'est une partie intégrante de sa vie. Voilà, elle ne voit pas pourquoi elle le cacherait. En fait, c'est les gens qui en créent une obsession, parce que le fait que tout le monde ne parle que de ça alors qu'il y a 2 heures de show, ça en dit long sur l'état de la société actuelle. Elle dénonce le système globalement, parce qu'il y a aussi le fait que, évidemment, si on parle d'hommes dans ce cas, donc d'hommes qui se sexualiseront, ça ne sera pas un sujet. Je vous donne un exemple concret en France, on a Taiki qui nous fait des concerts et tout en mode ah sexy love, mais qui est blâmé? Taiki ou ses fans féminines par ailleurs? Il y a des hommes qui écoutent Taiki, c'est ça la vérité, mais on parle pas d'eux, c'est pas un sujet, parce que c'est que les qui écoutent Taiki, tu vois. C'est plus grave de parler de sexualité si t'es une femme que si t'es un homme, c'est plus grave de sexualiser si t'es une femme que si t'es un homme et vice versa, mais en réalité, bon, il faut juste faire attention à ne pas se perdre pour le regard des autres, whatever, dans n'importe quelle mesure, que ce soit que toi t'as envie de t'habiller sexy et que t'aies peur qu'il t'arrive quelque chose, enfin si t'arrive quelque chose ça ne serait pas ta faute, ce serait la faute de cet homme quoi. En même temps, faut faire attention à pas juste vouloir plaire à quelqu'un ou à un groupe, à un individu, enfin faut le faire pour soi quand même. Conclusion. Petite pause dans mes propos parce que je me suis rendu compte que j'ai donné des exemples de femmes qui globalement rentrent dans les normes puisque ce sont toutes les 3 des femmes blanches. Évidemment, je pourrais vous citer Théodora ou encore Aya Nakamura qui subissent du racisme et en fait plus globalement je vais poser le terme de misogynoire parce que c'est ce qui correspond parfaitement. Ou on peut encore citer Petite Sœur qui est une femme transgenre et qui plutôt qu'être critiquée sur son physique en tant que telle est plutôt critiquée quant à sa légitimité en tant que femme, et donc ça reste autour de son physique, mais vous comprenez, c'est sous couvert de transphobie, enfin voilà. Le féminisme, c'est pas juste les femmes qui rentrent dans les normes sociétales, mais surtout occidentales. J'ai pas bien représenté ça dans mes exemples, donc voilà, je remédie à ça et je m'excuse. Anyways,
qui dit réseaux sociaux dit possibilité aux gens d'interagir avec vous, dit sexisme si vous êtes une femme. Pour appuyer mon propos, le HCE a fait des statistiques à partir des 100 contenus les plus vus sur YouTube, TikTok et Insta. Et ils affirment que sur Insta, 68% des contenus propagent des stéréotypes de genre et 22% contiennent des propos à caractère sexiste. Sur YouTube, 24% des contenus contiennent des éléments de violence et seulement 8% des vidéos sont faites par les femmes. Sur TikTok, 61% des vidéos présentent des comportements stéréotypés masculins et 42,5% de séquences d'humour avec une représentation dégradante des femmes. Quand même, je tiens à vous le dire, ces chiffres, ils datent de 2017. Depuis 2017, le climat, il a bien changé et il est bien plus hostile pour les femmes. Bref, vous l'avez compris, ce harcèlement, il contribue à littéralement invisibiliser les femmes, sans parler du fait de faire taire leurs sentiments, de les faire passer pour des hystériques, avec ce mot et pas un autre. Évidemment, et ça maintient le schéma de violence symbolique envers les femmes, que ce soit psychologique, physique. Ça peut arriver à n'importe quelle femme, donc que vous soyez connu ou non, ça peut vous arriver. Et évidemment, ça peut arriver de n'importe quel homme. Or, même réseaux sociaux de manière plus générale, ça peut très bien être votre père qui contribue à vous invisibiliser. Oui, ça arrive. Un inconnu, un machin, ça peut être n'importe qui, mais n'importe quel homme. Le deuxième point à propos du harcèlement sexiste qu'on peut vivre, c'est le concept de sédémenteuse. Alors là, je vais donner un nom carrément parce que ce procédé dans lequel, t'es une femme, pas de souci, je te crois pas, tu mens, whatever, de quoi tu parles, tu mens. Au début, en fait, quand j'ai commencé à vouloir me pencher sur ce sujet, j'étais un petit peu débile, si je peux me permettre, et en même temps pas débile, puisque voilà, au final, je me suis juste rendu compte que... On va en reparler. Mais je partais de rien. Je me suis dit, ok, est-ce que, je sais pas, en fait, s'il y a une raison à ça, vraiment ce truc qui est persistant partout. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu une histoire un jour qui serait à l'origine d'eux? Et puis là, je me suis rendu compte, t'es tombé dans leur jeu, Mago. Oui, parce que y a pas de raison à ça, en fait, ils sont juste misogynes. Ils détestent juste les femmes. La féminité, pour eux, c'est genre exaspérant. Et c'est ça la vérité. Et là, c'est bien triste. Hein. Ça, c'est un truc concret. Parce que quand vous regardez des histoires comme celle de l'homme pâle, Nekfeu, Kylian Mbappé, P. Diddy, ou même là, récemment, on a eu Fougou, sans parler des histoires de famille, et juste, vous pouvez rencontrer dans vos entourages de manière générale, bah quand une femme dénonce un homme, les gens vont se sentir obligés de choisir un camp. De réfléchir, est-ce qu'elle a raison? Et dès le début, la parole de la femme va être remise en question, et je vais même dire de manière plus globale la parole des victimes, parce que dans la minorité des cas où c'est arrivé à des hommes, on les a pas forcément cru non plus en fait. Vous êtes juste des d'agresseurs, genre. Je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse à ça, j'avoue. La dernière chose dont on va parler, la era clean girl, trade wife, et lancé cash comme ça, pas de transition, pas d'explication. Il y a une petite ampoule qui s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit au bout d'un moment, je l'ai. Attendez, mes go. Je vais vous expliquer, attendez. Pardon, ça va. La clean girl, c'est quoi? Vous le savez déjà, voilà, c'est cette nouvelle tendance dans laquelle les femmes mettent de moins en moins de couleurs, elles prennent de plus en plus soin d'elles, elles sont surconsommatrices. On passe vraiment dans une ère où tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus sans ADN, sans identité selon moi, parce que en fait je sors dehors, je vois tout le monde habillé de la même manière, j'ai pas compris le concept. Mais dans les cas les plus extrêmes, il y a même des femmes qui vont jusqu'à se faire détatouer, comme les Kim Kardashian, tout ça vous avez capté, se font enlever leur chirurgie esthétique. Vraiment il y a ce truc de revient au naturel, voilà, on revient là dans l'ancien temps, dans les années 40, voilà, là où les femmes n'étaient que des objets, hein. Bon, voilà. Vous avez probablement compris où je vais en venir, mais il y a plein de choses qui vont pas avec l'era de la clean girl, non pas qu'il y ait des trucs que négatifs. Je dis clean girl, mais je vous préviens, j'enrobe tout dedans, le old money, la trade wife, moi je whippine tout, ce truc de vouloir revenir à des esthétiques plus d'antan, de vouloir être en mode un peu rich parce que fake it until you make it, et genre non. Je suis désolée, je serai jamais d'accord avec ça. Pourquoi? Je pense que vous avez remarqué que quand même dans le monde globalement, l'extrême droite, le fascisme et tout ça, ça revient un petit peu à la mode. Les gens ils deviennent de plus en plus à l'aise, ils ont de moins en moins honte. Oui. Fascisme, clean girl, main dans la main, weird friends.
Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les idées d'extrême droite, c'est relié à toutes ces esthétiques dans lesquelles la femme est sobre, à la rigueur elle va avoir quelques bijoux mais elle va sembler propre sur elle, une coiffure plaquée jusqu'à... Non pas que ce soit moche, en fait c'est relié à des idées qui sont dangereuses. Il faut quand même le comprendre, la mode c'est avant tout quelque chose de politique. Donc quand vous commencez à porter des vêtements qui traduisent le fascisme, comprenez que c'est pas clair quoi. Dans ce genre de milieu, les femmes, déjà premièrement, ne sont pas indépendantes. La femme, c'est une monnaie d'échange. C'est la fille qu'on va marier pour pouvoir redorer notre famille un peu plus. On leur apprend à être classe, à ne pas dire certaines choses, à respecter des codes, des esthétiques. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bobos parisiens qui veulent faire une vendetta contre leurs parents. C'est mon avis. Unpopular opinion de la vidéo, ce sera la seule. Ils grandissent dans un milieu horrible et du coup c'est pour ça que je pense que certains se sentent obligés d'aller à l'opposé de ça et d'être rebelles. Mais voilà, revenons à notre sujet. Je me ressens, je suis désolée, je suis grave... Elles sont éduquées pour répondre à une société et pas pour trouver ce qui leur plaît et ce qu'elles ont envie de faire. Les femmes dans ce milieu, globalement, c'est un enfer. Je ne comprends pas pourquoi vous bandez grave sur ça, quoi. C'est pas cool, les gars. Sans parler d'ailleurs du fait qu'elles ne pouvaient quasiment jamais sortir de leurs relations dans lesquelles elles avaient été obligées à être. Et de toute manière, même si elles quittaient leur mariage, elles arrivaient à garder de l'argent et tout, imaginons, elles auraient été méprisées par tout le monde et prises de haut et ça aurait été genre les exclus du village quoi. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est encore une fois un système conçu pour les hommes, par les hommes, dans lequel voilà la femme obéit au doigt et à l'œil, elle est l'épouse et ça s'arrête là en fait. Tout ça c'est associé. À nouveau, je le répète, la mode c'est politique. Vous ne pouvez pas porter une tenue en n'ayant rien à foutre qu'elle veut dire en réalité. Et encore, là je parle que vestimentairement, mais à côté il y a le mode de vie que c'est ce genre d'ERA inclus, dans lequel vous vous levez plus tôt, vous avez des skincare à rallonge avec 12 produits, vous captez, c'est un truc hyper capitaliste. Nourrissez un système qui littéralement vous demande de payer des trucs desquels vous n'avez pas vraiment besoin, mais qu'on nous a fait croire qu'on en avait besoin. Bref, la clean girl, le old money, la trade wife, non. Alors faites tout ce que vous voulez, mais vous êtes fasciste. Voilà, c'est mon avis. Nice. On passe à la dernière partie, parce que hors aspect réseaux sociaux, il y a aussi dans la vie politique et sociale que les femmes ont des soucis. Pour faire un petit rappel, l'extrême droite et la droite de manière générale, ça prône des valeurs patriotisme. Bref. La patrie, voilà, c'est important pour l'extrême droite. Les conservateurs Trump, en fait. L'abus de sécurité et de la force, c'est aussi un truc de droite. Donc littéralement, on se retrouve avec des gens qui sont censés nous protéger et qui se retrouvent à protéger des cortèges de nazis quand gentilles personnes de gauche qui allons militer pour l'égalité, on se fait bombarder par des lacrymos. Et puis sans parler du fait qu'évidemment, on peut vraiment parler de sécurité quand on sait que des membres de partis d'extrême droite qui parfois ont financé des attaques terroristes, personne n'en parle et tout le monde fait comme si de rien n'était et c'est effrayant en fait. SO à Salomé Saké parce que évidemment je le suis en lisant son livre. Bref. Pour revenir un peu à juste la vie politique sociale de manière moins générale pour le coup, je vous ai parlé quelques fois dans cette vidéo des Némésis et j'aimerais y accorder un dernier point parce que voilà, je leur donne l'heure une bonne fois pour toutes et je leur ferai plus. En gros, c'est un collectif de femmes anti-féministes qui se sont fait remarquer plusieurs fois pour leur discours xénophobe, racistes, anti-islam, anti-immigration. Ils sont opposés à la transidentité et évidemment validés par l'extrême droite à 100%. Les Némésis, c'est le parfait exemple de la folie actuelle du monde, je pense. On se retrouve avec des femmes blanches qui se disent féministes alors que ce n'est pas la lutte pour laquelle elles combattent, littéralement. Hein. Je vous rappelle, au-delà de ça, en France, l'extrême droite, elle reprend beaucoup de place et notamment, on a le RN. Ils ont été contre l'inscription du droit à l'avortement et qui sont également abstenus de voter pour la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques, sans parler non plus de leur refus face à la lutte contre le harcèlement sexuel, et ça, c'est seulement à l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Une même vidéo et 3 mêmes versions de moi-même. Cette fois-ci, j'ai perdu les rushs. Voilà. Donc là, j'ai un peu le seum, je vous avoue, et donc on se retrouve dans des conditions pas parfaites non plus. Voilà. On va conclure cette vidéo une bonne fois pour toutes. J'en peux plus. Voilà, je me plains. J'ai le droit. Tout ça, je le fais avec gratuité par ailleurs. Si vous voulez vous abonner, lâcher un petit commentaire, partager, etc. En fait, si vous trouvez ça cool, s'il vous plaît, donnez encore plus de force qu'à votre influenceur préféré. Bref.
Entrons dans le vif du sujet et concluons. Les exemples que je vous ai cités précédemment, tout ça c'était rien qu'à l'échelle de l'Union européenne, voilà. Et j'ai choisi de parler du RN parce qu'évidemment c'est le parti de droite qui aujourd'hui récolte le plus de partisans. Mis à part ces exemples que je vous ai donnés, je parle même pas des inégalités sociales plus globalement, mais aussi salariales, les taxes fraudes, l'éducation, hein, parce que 70% affirment ne pas avoir reçu la même éducation que leurs frères, et à peu près la moitié des 25-34 ans pensent que c'est également le cas à l'école. Et c'est même pas pense, c'est le cas. À l'école, on nous apprend à être des filles et les garçons, on leur apprend à être des garçons globalement. Bon, je tiens à le rappeler parce que je l'ai pas fait dans cette vidéo. Ça me semble quand même clair, mais vu les derniers contenus que j'ai vus récemment, je commence à me poser la question. Le féminisme, c'est censé être avantageux de tous. La seule chose que ça enlève aux hommes, c'est le pouvoir et l'emprise qu'ils ont sur les femmes dans la société. Le but, c'est pas d'avoir plus de droits que les hommes, et en fait, même globalement, ça paraît inconcevable dans la société dans laquelle on vit. Rappelez-vous, vous ne subissez probablement pas les mêmes pressions que d'autres personnes. Bienvenue sur Son Transition. Sans compter que j'ai pas non plus parlé des violences conjugales. On peut quand même dire qu'en 2022, par exemple, 373 000 femmes âgées de 18 ans et plus ont subi des violences physiques, sexuelles, psychologiques, verbales, et tout ça seulement par leur conjoint ou ex-conjoint. 373 000 femmes, et ça c'est des chiffres de 2022. À nouveau, je le rappelle, les chiffres doivent être supérieurs aujourd'hui. Oui, le problème c'est les immigrés. Non, le problème c'est toi, Jérémy. En fait, quand tu tapes ta femme, tu lui fais des réflexions et tu lui dis qu'elle sera plus bonne à rien, ou ce genre de truc, et la plupart des femmes, en vrai, elles subissent de leurs proches. Donc non, Jérémy. J'aurais plein d'autres exemples à donner qui littéralement montrent à quel point les femmes subissent leur quotidien, et ça encore plus si vous êtes une femme racisée, queer, invalide, etc. Donc votez bien. Déjà, hein, parce que je peux entendre qu'il y a des idées qui ne vous plaisent pas, il y a plusieurs partis politiques à gauche, hein. Après voilà. Et désolé, la plupart des partis de droite ou d'extrême droite n'en ont rien à foutre des minorités et des oppressions que peuvent vivre les gens au quotidien. On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'ai dit beaucoup de choses tout au long de ce temps. Voilà, évidemment, je le répète, j'ai quand même globalement survolé le sujet parce que il est impossible d'énoncer toutes les micro-agressions que les femmes vivent au quotidien. Le fait que juste de manière générale, on soit invisibilisé en tant que femme, ça n'aide à personne. J'aimerais aussi parler quand même du fait d'être féministe et d'être de gauche. Je sais qu'il y a beaucoup qui pensent qu'au final, c'est un peu la solution facile, etc., d'en arriver à là. C'est juste des gens en colère, et puis en fait, ils écoutent rien, et puis c'est extrémiste. Et puis aujourd'hui, si le féminisme, ça existe encore, c'est qu'il y en a encore besoin. Au-delà de là, la plupart des choses que je vous ai parlé, je parle pas des femmes qui sont obligées de se marier. Je ne parle pas des femmes qui se font coupler leur clitoris encore de nos jours. Enfin voilà, je ne parle pas de tout ça. Donc là, quand même, je parle globalement du point de vue d'une femme occidentale, mais il y a 1000 choses à régler. Si on continue de se battre, c'est pour pouvoir être le plus en paix possible et pouvoir se rapprocher le plus possible de ce que serait la vraie vie. N'oubliez pas en fait de prendre soin de vous, mais pensez aux autres aussi, parfois, quand même. Et puis du coup j'en profite, par ailleurs, pour toute personne qui serait encore là à me regarder, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, la toute fin que je peux donner, c'est que les femmes souffrent, faut arrêter là. Ça y est, est-ce qu'on peut respirer un peu? J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me follow sur mes autres réseaux si vous voulez me suivre, et à bientôt. Bye.